Je vous propose d'étudier la scène 3 de l'acte 1 de Phèdre, la tragédie de Racine. Il s'agit de la tirade, où Phèdre révèle à sa nourrice son amour coupable pour Hippolyte. Vous pouvez étudier ce texte en seconde, dans le cadre d'une séquence sur le théâtre tragique. Vous pouvez aussi l'étudier en première, dans le cadre d'une séquence sur le théâtre classique. Dans la préface de Phèdre, Racine rend hommage à Euripide, qui lui a donné son sujet, le personnage de Phèdre. Il a toutes les qualités qu'Aristote demande dans le héros de tragédie, et qui sont propres à exciter la compassion et la terreur. En effet, Phèdre n'est ni tout à fait coupable, ni tout à fait innocente. En effet, Phèdre est coupable, car elle est tombée amoureuse d'Hippolyte, le fils de son mari Thésée. C'est donc un amour considéré comme incestueux et contre nature. Cependant, Phèdre est victime de la vengeance que Vénus porte sur sa famille. La déesse est l'instrument de la fatalité qui écrase ce personnage. Notre passage est central dans la pièce, car Phèdre révèle à sa nourrice Œnone, ainsi qu'au spectateur en passant, l'amour interdit qu'elle porte à Hippolyte. Dans sa longue tirade, Phèdre raconte l'histoire de sa souffrance, étape par étape. Le spectateur est amené à entrer en empathie avec elle. Phèdre considère elle-même son amour comme un crime qui la dépossède d'elle-même et la détourne des dieux. Mais elle plaide en montrant sa lutte contre la fatalité. Comme son combat est vain, elle est au bord du suicide. Ma problématique. Comment Racine construit-il cette révélation de Phèdre à sa nourrice pour inspirer à la fois la terreur et la pitié, pour montrer que son personnage est à la fois coupable et victime? Mon plan. Donc d'abord, nous allons voir que la révélation de Phèdre à Œnone est à la fois un récit fait à une confidente et un poème lyrique. Ensuite, nous verrons dans quelle mesure la passion décrite par Phèdre peut inspirer la terreur propre au registre tragique. Et enfin, la tirade de Phèdre révèle toute l'ambiguïté de ce personnage à la fois coupable et innocent. Nous allons maintenant passer à la lecture. Mon mal vient de plus loin. À peine au fils d'Égée, sous les lois de l'hymen, je m'étais engagé, mon repos, mon bonheur semblaient être affermis. Athènes me montra mon superbe ennemi. Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue. Un trouble s'éleva dans mon âme éperdue, mes yeux ne voyaient plus. Je ne pouvais parler. Je sentis tout mon corps étransir et brûler. Je reconnus Vénus et ses feux redoutables, d'un sang qu'elle poursuit, tourments inévitables. Par des vœux assidus, je crus les détourner. Je lui bâtis un temple et pris soin de l'orner. De victimes, moi-même, à toute heure entouré, je cherchais dans leurs flancs ma raison égarée. D'un incurable amour, remèdes impuissants. En vain sur les autels ma main brûlait l'encens. Quand ma bouche implorait le nom de la déesse, j'adorais Hippolyte, et, le voyant sans cesse, même au pied des autels que je faisais fumer. J'offrais tout à ce Dieu que je n'osais nommer. Je l'évitais partout. Au comble de misère, mes yeux le retrouvaient dans les traits de son père. Contre moi-même, enfin, j'osais me révolter, j'excitais mon courage à le persécuter. Pour bannir l'ennemi dont j'étais l'idolâtre, j'affectais les chagrins d'une injuste marâtre. Je pressais son exil, et mes cris éternels l'arrachèrent du sein et des bras paternels. Je respirais Œnone, et depuis son absence, mes jours moins agités coulaient dans l'innocence. Soumise à mon époux et cachant mes ennuis, de son fatal hymen je cultivais les fruits. Vaine précaution, cruelle destinée, par mon époux lui-même à Trézène amené, j'ai revu l'ennemi que j'avais éloigné, ma blessure trop vive aussitôt a saigné. Ce n'est plus une ardeur dans mes veines cachée, c'est Vénus tout entière à sa proie attachée. J'ai conçu pour mon crime une juste terreur, j'ai pris la vie en haine et ma flamme en horreur. Je voulais, en mourant, prendre soin de ma gloire et dérober au jour une flamme si noire, je n'ai pu soutenir tes larmes, tes combats. Je t'ai tout avoué, je ne m'en repens pas, pourvu que de ma mort, respectant les approches, tu ne m'affliges plus d'injustes reproches. Et que tes vains secours cessent de rappeler un reste de chaleur, tout prêt à s'exhaler. Première partie, une révélation lyrique qui a un rôle central dans la pièce. Et première sous-partie, des révélations faites à une confidente. D'abord, cette tirade n'est pas un monologue, elle est bien inscrite dans un dialogue avec la nourrice Œnone, qui est présente tout au long de la scène. Phèdre s'adresse directement à elle. « Je respirais, Œnone », en utilisant la deuxième personne du singulier. « Je n'ai pu soutenir tes larmes » ou encore « Je t'ai tout avoué ». Le verbe de parole « avouer » ici indique bien quel est le type de discours de Phèdre, un discours d'aveu. Elle révèle son sentiment pour Hippolyte. C'est le thème de sa tirade, qu'elle annonce dès le premier vers. « Mon mal vient de plus loin ». Phèdre explique elle-même à la fin les deux objectifs de sa réplique, qui sont annoncés par la tournure « pourvu que ». D'abord, elle ne veut plus subir les reproches d'Œnone, « tu ne m'affliges plus par d'injustes reproches ». Ensuite, elle veut se suicider sans qu'on la retienne.
que tes vains secours cessent de rappeler un reste de chaleur tout prêt à s'exhaler, ce reste de chaleur étant sa vie. La peinture que Phèdre fait de ses souffrances est donc faite pour toucher et pour convaincre Œnone que sa vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Deuxième sous-partie, un poème lyrique. La peinture des souffrances d'une personne qui s'exprime à la première personne, et le tout dans une forme versifiée, c'est justement ce qu'on appelle un poème lyrique. Si l'on regarde bien, cet extrait de pièce tragique fonctionne comme un poème à bien des égards. C'est d'ailleurs souvent le cas chez Racine, qui a une écriture théâtrale souvent très proche de la poésie. D'abord, nous avons une souffrance liée à la première personne, mon mal, ou encore ma blessure est trop vive. Dans cette phrase, nous avons une métaphore. La blessure morale est devenue une blessure physique. C'est l'intensité de la douleur, trop vive, qui permet de faire le lien entre les deux images. Nous sommes typiquement dans le registre lyrique. Des émotions variées sont exprimées par Phèdre. Mon repos, mon bonheur va s'opposer immédiatement à étransir et brûler. Le bien-être est aussitôt rompu par des émotions opposées. Le froid avec transir et la chaleur avec brûler. La polysyndète vient rendre cette phrase solennelle. Alors, qu'est-ce qu'une polysyndète? C'est une figure de style qui consiste à ajouter des conjonctions de coordination et devant des mots qu'on souhaite mettre en valeur. Étransir et brûler. Le premier « et » là n'était pas forcément obligatoire. Les plaintes de Phèdre sont exprimées ainsi de manière poétique avec des effets de contraste, des moments d'accalmie suivis de douleurs plus fortes. Les moments apaisés sont représentés par des vers sans ponctuation, mes jours moins agités coulés dans l'innocence, où l'on retrouve des assonances en haut. Au contraire, le rythme est plus saccadé dans les moments de douleur. Je le vis, je rougis, je pâlis. Ici, par exemple, le rythme est ternaire et associé à des assonances en i, connues pour imiter le gémissement. Troisième sous-partie, un récit fait de rebondissements. La tirade de Phèdre est également un récit qui retrace les étapes de son histoire. La narration est menée de manière à créer un certain suspense et des rebondissements. Plusieurs illusions vont tomber les unes après les autres. La première illusion est montrée par le verbe sembler. Mon repos, mon bonheur semblaient être affermis. Athènes me montra mon superbe ennemi. C'est le jeu des temps qui organise le basculement. L'imparfait semblait devient du passé simple, montra, action soudaine qui trouble l'état des choses. Le basculement était déjà préparé avec le plus que parfait juste avant, je m'étais engagé. Dans la deuxième étape, c'est le verbe croire qui va révéler l'illusion. Je crus les détourner. Phèdre tente d'apaiser Vénus, je lui baptise un temple. C'est aussi un échec. En vain sur les autels ma main brûlait l'encens. La troisième étape du récit est présentée comme la dernière. Contre moi-même enfin, j'osais me révolter. Elle parvient à éloigner Hippolyte. Vaine précaution. Cette dernière illusion tombe au retour de celui-ci. Nous avons alors le point culminant du désespoir de Phèdre qui donne le vers très célèbre « Ce n'est plus une ardeur dans mes veines cachées, c'est Vénus tout entière à sa proie attachée ». Ce cheminement des étapes explique la seule et dernière issue que Phèdre annonce à sa nourrice, le suicide. Je voulais en mourant prendre soin de ma gloire. L'imparfait « je voulais » semble faire penser qu'elle a renoncé à cette idée. Cela crée un dernier rebondissement. On comprend en fait au vers suivant « Dérobée au jour une flamme si noire qu'elle a renoncé à mourir sans révéler son horrible secret. » Elle n'a pas renoncé à mourir, mais elle a révélé son secret. Elle mourra donc, mais sans avoir su prendre soin de sa gloire, c'est-à-dire sans avoir préservé sa réputation de femme vertueuse. À la fin de la tirade, il reste donc un dernier suspense. Œnone va-t-elle dissuader Phèdre de mourir? C'est en fait, par la suite, l'annonce de la mort de Thésée qui va interrompre ce projet. Transition vers la deuxième partie. Nous avons vu que la souffrance de Phèdre est racontée de façon lyrique, relancée à chaque étape. Le sentiment de pitié provoqué chez le spectateur est mélangé à un sentiment de terreur. Cette passion qui consume Phèdre est aussi effrayante que douloureuse. Donc deuxième partie, une passion qui inspire la terreur. Et première sous-partie, l'ombre de l'inceste. Phèdre est horrifié par ses sentiments pour Hippolyte. J'ai conçu pour mon crime une juste terreur. Le mot terreur n'est pas anodin dans la tragédie. C'est le terme utilisé pour traduire Aristote, auteur des principales règles observées dans la tragédie classique. Le crime que se reproche Phèdre, c'est d'être tombée amoureuse du fils de son mari. Or, le mariage coïncide justement avec sa rencontre avec le jeune homme. À peine au fils d'Égée sous les lois de l'hymen, je m'étais engagé. Et le complément circonstanciel pour l'action « Athènes me montra mon superbe ennemi ». Cela explique le mot fatal utilisé pour désigner son mariage. De son fatal hymen, je cultivais les fruits. L'hymen, c'est un synonyme de mariage, et le lien qui transforme l'amour de Phèdre en crime. Mes yeux le retrouvaient dans les traits de son père. Cette phrase est ironique, car justement en évitant Hippolyte, elle réalise sa ressemblance avec son propre mari, ce qui souligne la nature incestueuse de son sentiment. La triple relation sentimentale est représentée dans les vers
j'affectais les chagrins d'une injuste marâtre, nous avons marâtre, je pressais son exil, et mes cris éternels l'arrachèrent du sein et des bras paternels. Phèdre est dans le premier vers, Thésée dans le dernier, Hippolyte se trouve entre les deux, objet du verbe arrachèrent. Une métaphore est utilisée ici pour désigner le sentiment de Phèdre, une flamme si noire. Cette métaphore souligne que sa passion est contre nature. Une flamme noire ne peut pas exister dans la nature. C'est ce qu'on appelle un oxymore. Deux termes qui se contredisent sont rapprochés. Phèdre est consciente, et pourtant elle se dit aveugle. Mes yeux ne voyaient plus. Cette phrase fait référence à Oedipe, qui est le symbole même de l'inceste dans la mythologie grecque, mais c'est resté un symbole fort. En effet, lorsque ce personnage réalise qu'il a tué son père et épousé sa mère, il se crève les yeux, donc Phèdre aussi se dit aveugle. Deuxième sous-partie, une passion qui la dépossède d'elle-même. La passion de Phèdre inspire la terreur aussi parce qu'elle est extrême. Elle touche d'abord le corps dans son entier. Je sentis tout mon corps étransir et brûler. Phèdre se met à parler des parties de son corps comme si c'était des éléments indépendants. Mes yeux ne voyaient plus. Plus loin, ma main brûlait l'encens. Puis, ma bouche implorait. Cela va plus loin. Plusieurs indices nous font penser que Phèdre est au bord de la folie. Je cherchais dans leurs flancs ma raison égarée. Dépossédée de sa raison, elle est réduite à une marionnette sans volonté. Pire encore, elle est amenée à exercer sa volonté contre elle-même. Contre moi-même, enfin, j'osais me révolter. Voulant se libérer de l'emprise de Vénus, elle en vient à devoir se défaire de son propre corps. La passion de Phèdre est d'ailleurs comparée à une maladie. D'un incurable amour remèdes impuissants. Les mots utilisés ici sont construits avec des préfixes privatifs, incurable et impuissant. Leur position en chiasme, donc au début et à la fin du vers, encercle le vers et enlève tout espoir de guérison. La dernière étape de la dépossession, après le corps et la raison, bien sûr, c'est l'âme. Un trouble s'éleva dans mon âme éperdue. Phèdre est en effet mise en péril dans son rapport avec les dieux. C'est la troisième sous-partie, la faute de l'idolâtrie. Racine a été élevé chez les jansénistes, c'est-à-dire qu'il a reçu une éducation religieuse très stricte. Dans Phèdre, on retrouve une influence du jansénisme dans les relations avec les dieux. Elle est plus proche de la culpabilité chrétienne que de ce qu'on appelle l'hubris grec. L'hubris, ce mot désigne la faute de ceux qui refusent de se soumettre aux dieux par orgueil. Pour les anciens, c'est la faute par excellence. Et là, ce n'est pas le cas de Phèdre, qui, elle, fait des sacrifices à la déesse. Je lui baptise un temple et pris soin de l'orner. Mais elle accomplit ses gestes avec un cœur coupable, sans y mettre une véritable sincérité. J'offrais tout à ce dieu que je n'osais nommer. Le dieu n'est pas nommé, mais le genre masculin permet de comprendre qu'Hippolyte a pris la place de Vénus. Phèdre commet la faute d'adorer la créature mieux que le créateur. C'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. Cela renvoie à l'épisode du veau d'or dans la Bible, que vous connaissez certainement. Le jeu de substitution est intéressant. Vénus est à la fois la déesse et l'allégorie de l'amour, Vénus et ses feux redoutables. Cet amour est progressivement incarné par Hippolyte. Quand ma bouche implorait le nom de la déesse, j'adorais Hippolyte. Phèdre fait là l'aveu de son idolâtrie. Transition vers la troisième partie. Nous avons vu toute la terreur et la culpabilité que Phèdre conçoit pour sa faute. En même temps qu'elle avoue ses fautes, Phèdre donne les justifications de son innocence. Elle se présente en victime. Tout l'intérêt du personnage de Phèdre, pour Racine, c'est d'avoir un personnage ni tout à fait innocent, ni tout à fait coupable. C'est cette double qualité qui permet au spectateur de s'identifier à l'héroïne et de souffrir avec elle. Donc troisième grande partie, une héroïne à la fois coupable et innocente. Et première sous-partie, un amour inspiré par la présence et la vue. Nous avons vu que Phèdre est dépossédée d'elle-même. Ce passage nous laisse penser que c'est par la vue qu'elle est privée de sa volonté. Lors de sa première rencontre avec Hippolyte, elle est complètement objet, déresponsabilisée. Athènes me montra mon superbe ennemi. Le verbe voir est utilisé fréquemment. Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue. On retrouve le verbe voir au début et à la fin du vers. C'est une figure de style qu'on appelle l'épanodiplose. Le même terme se trouve au début d'une proposition et à la fin de la proposition suivante. Le mâle grandit parallèlement à la vue, le voyant sans cesse. L'image d'Hippolyte s'impose d'elle-même à ses yeux, qui sont le sujet de la phrase « Mes yeux le retrouvaient ». L'accalmie correspond justement au moment de l'exil. Depuis son absence, mes jours moins agités coulaient dans l'innocence. La rime signifiante « absence-innocence » est à interroger. Phèdre est-elle alors vraiment plus innocente parce qu'Hippolyte est éloigné? On voit bien qu'elle est complètement le jouet d'un contexte qui ne dépend pas d'elle. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle rechute. J'ai revu l'ennemi. C'est à nouveau par la vue que sa culpabilité lui est à nouveau imposée. Deuxième sous-partie, un personnage qui lutte à mort contre sa malédiction. Ce qui plaide en faveur de l'innocence de Phèdre, c'est aussi sa lutte désespérée contre sa passion. Elle fait tout ce qui est en son pouvoir pour se défaire de cet amour.
Je pressais son exil, c'est Phèdre elle-même qui essaie de contrôler la situation. Les autres agissent sans le savoir contre elle. J'ai revu l'ennemi que j'avais éloigné. La majuscule au nom ennemi exprime bien cette dimension abstraite de tout ce qui lui porte atteinte. Par des vœux assidus, je crus les détourner. Le pluriel utilisé, des vœux, s'explique par les deux points qui viennent ensuite. Je bâtis, je pris soin, etc. Phèdre fait des offrandes à la déesse, de victimes moi-même à toute heure entourée. Cette phrase est très riche car elle évoque l'horreur de cette femme trempée dans le sang des sacrifices. Moi-même indique qu'elle se considère elle aussi comme une victime. Elle se reconnaît à travers les animaux qu'elle sacrifie. On comprend alors que c'est sa vie à elle qui est demandée par Vénus, puisque c'est vain de sacrifier des animaux. Contre moi-même enfin, j'osais me révolter. Dans la dernière partie du texte, Phèdre cède, prête à se sacrifier elle-même pour échapper aux tortures de la déesse. Troisième sous-partie, la fatalité incarnée par Vénus. Comment expliquer la haine que Vénus porte à Phèdre? Je reconnus Vénus et ses feux redoutables, d'un sang qu'elle poursuit, tourments inévitables. Dans cette phrase, le sang représente la lignée de Phèdre. Donc il faut savoir que dans la mythologie grecque, Vénus est Aphrodite, mariée à Héphaïstos, le dieu difforme. Elle trompe son mari avec Arès, le dieu de la guerre. Hélios, le dieu du soleil et de la lumière, décide de leur tendre un piège. Les deux amants sont exposés au regard de tous les dieux de l'Olympe. Aphrodite est furieuse. Elle décide de poursuivre la descendance d'Hélios d'une vengeance implacable. Hélios est le père de Pasiphaë et Phèdre est la fille de Minos et de Pasiphaë. Pasiphaë elle-même fut victime de Vénus. Elle eut des rapports contre nature avec un taureau qui donna naissance au Minotaure. Et c'est d'ailleurs Thésée qui tua le Minotaure. Cette histoire éclaire notre passage. Phèdre n'est pas complètement coupable. Elle est victime d'une malédiction. Cela explique les rimes signifiantes, redoutable, inévitable. Phèdre est écrasée par une fatalité qui la dépasse. Elle-même nomme cette fatalité dans notre passage. Cruelle destinée. Maintenant, ma conclusion. Nous avons donc vu dans cette tirade de Phèdre un récit qui inspire la pitié et la terreur. Racine déploie à la fois les ressources du récit et de la poésie pour inspirer l'empathie du spectateur. Le dispositif reste néanmoins théâtral, avec un dialogue et le personnage d'Œnone présente sur scène comme un double du spectateur. À travers cette tirade, le personnage de Phèdre concentre les exigences de la tragédie classique. Ni tout à fait coupable, ni tout à fait innocente, le spectateur est terrifié par l'extrême violence des sentiments, mais il ne peut s'empêcher aussi de s'identifier à elle. Le schéma de la fatalité est présent dans cette pièce d'une manière mécanique, dans une intrigue très simple, très pure. Racine considérait lui-même cette pièce comme l'accomplissement de son art.